Je vous présente le professeur Karl-Heinz Stierle de l'Université de Saarbrücken, qui a eu la bonne idée de nous joindre cet après-midi pour parler de ce qu'on vient d'écouter. Merci beaucoup et évidemment, suivre cette présentation brillante des aspects essentiels de l'Europe passée et présente n'est pas facile. Et en plus, mon français, il n'est pas, comment dirais-je, trop élémentaire, mais il me manque un peu la pratique, donc je vais certainement faire des gaffes et je m'en excuse d'avance. Et nous avons suivi les idées de M. Sloterdijk sur l'Europe passée et présente, me semble-t-il, dans une certaine perspective importante. Le titre de toute sa conférence est « Continent sans qualité », selon le titre d'un roman de Musil. Continent sans qualité, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble qu'on pourrait traduire aussi continent sans qualité dans continent sans dignité. Et ceci veut dire que nous sommes à un point en Europe de désorientation profonde entre les grands pouvoirs qui nous entourent et surtout évidemment le grand pouvoir d'un côté des États-Unis et de l'autre côté le grand pouvoir russe, et derrière, on voit encore un plus grand pouvoir qui est celui de la Chine. Donc, dans cette situation difficile pour l'identité européenne, il me semble être tout à fait nécessaire, inévitable, de faire une réflexion sur ce que l'Europe a été et sur ce que l'Europe peut être et peut devenir. Et je pense que, en effet, pour cette réflexion, il faut une perspective historique qui nous permet de dire d'où nous venons, quelles sont les formes essentielles de l'Europe et quel peut-être sera aussi son futur. C'est une question, évidemment, qui est vraiment à l'ordre du jour. Et M. Sloterdijk est un de ceux qui, depuis assez longtemps, se sont inquiétés de ce sort de l'Europe et de la nécessité de trouver les premiers fondements, pour ainsi dire, de cette identité problématique. Et pour cela, il est très raisonnable, me semble-t-il, de commencer avec l'Empire romain. Cependant, je crois qu'il faut insister sur le fait que l'Empire romain, ce n'est pas l'Europe, et que dans une certaine dimension, l'Europe est restée toujours une sorte, je dirais presque, de fantasme. Dès l'Antiquité, n'est-ce pas? Déjà, chez Homère, l'Europe, au nord, on ne sait pas exactement où, à l'ouest, on ne sait pas exactement où, est une sorte de projection, d'attente, de fantasme. Et encore aujourd'hui, je dirais, définir vraiment l'Europe est très difficile. Cependant, il est bien évident que cette continuité dominante de l'Empire et cette continuité de la relation entre l'Empire séculaire et l'Empire de la foi est un aspect essentiel pour l'Europe. Et nous avons suivi dans votre discours les étapes importantes de cette perspective.
Dans le détail, j'aurais encore, et puis je terminerai, deux questions. Une qui se réfère à la métaphore du livre et la deuxième à la métaphore de la mise en scène. Et ma question, ce serait, est-ce que ces deux métaphores sont interchangeables? Et en ce qui concerne le livre, c'est de quelle idée de livre qu'il s'agit? Parce que nous avons, dans la première Antiquité, dans l'Antiquité et dans le premier Moyen-Âge, cette idée du volume, du rouleau, n'est-ce pas, qu'il faut dérouler pour suivre le texte. Mais il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de passage d'une page à l'autre. Hein. Et puis, la deuxième question, ce serait si vous avez pensé surtout à un livre moderne, c'est-à-dire un livre d'imprimerie, ou à un livre du Moyen-Âge, c'est-à-dire un livre écrit à la main. Donc, ce sont des questions un peu pédestres. Yeah, mais je crois qu'il existe encore une troisième possibilité pour encore plus littéraire d'exister sous la forme d'un script mentalement fixé comme la mise en scène d'une commedia dell'arte, c'est-à-dire c'est le théâtre sans script. Je crois que le pont entre les métaphores peut être traversé grâce au fait que les grands politiciens de l'Europe ont toujours été aussi des metteurs en scène de leur propre cérémonie. Il n'y a pas de grande politique sans une certaine cérémonialité. Oui, et Ludwig Wittgenstein, je vous rappelle sa fameuse phrase, pas suffisamment fameuse phrase, que l'homme est presque un animal cérémoniel. C'est-à-dire, et exactement lui, le théoricien des jeux de langage, il a compris que les jeux symboliques ne représentent pas la totalité de la réalité linguistique, mais le faire qui accompagne et qui porte le dire. C'est la cérémonie, le rituel. Et je crois que le système des comportements impériaux, ça fait presque une grammaire pour une commedia dell'arte impériale. C'est-à-dire, n'importe quel dictateur pourrait étudier l'art de devenir César à partir des exemples livrés par des empereurs romains, des rois français. Il y a un vaste archive de comportements dont peuvent se servir les dictateurs de l'avenir. Là, je dirais que... je crois qu'à partir du moment où les rois mérovingiens ont fait leur apparition, après eux, dans la France future, oui. Les Carolingiens, ils savaient déjà qu'il s'agit de répéter une forme impériale dont le modèle existe dans l'Orient, qu'ils n'avaient jamais vu, mais le seulement
oui dire a suffi pour inspirer une volonté mimétique suffisamment forte pour créer ce que nous appelons maintenant l'Empire. Mais pour l'Empire, je dirais, évidemment, ce n'est pas seulement une mise en scène, mais derrière, il y a les réflexions, les aspirations au pouvoir, etc. Et en ce qui concerne les cérémonies, je dirais, aujourd'hui, il y a une différence profonde entre l'Allemagne et la France. En France, il y a des cérémonies comme par exemple l'ouverture des académies en octobre, n'est-ce pas, où on est entouré d'éléments de cérémonie du début à la fin. Tandis qu'en Allemagne, malheureusement, nous n'avons plus, disons, des formes de cérémonie qui sont basées sur une histoire, une conception positive de l'histoire. Malheureusement, en Allemagne, il y a tant de choses à refouler que même les choses qu'il faudrait sauvegarder et dont il faudrait se souvenir sont mises en doute et mises en question, n'est-ce pas? Par exemple, la tradition prussienne est tellement vue aujourd'hui, tellement négative, et pourtant, il y avait une grande tradition, n'est-ce pas, de la communication entre la France et la Prusse, parce que l'Académie prussienne parlait français. Et Frédéric le Grand insistait sur le fait que les invités à son académie parlent français, que ce soit des Italiens, des Anglais ou des Allemands. Et donc, c'est ce monde d'action, de cérémonie qui nous manque et qui, pour une sorte de sens commun d'appartenir à une communauté est très importante. Et puisque l'Europe n'a pas de cérémonie pour marquer son identité ou des gestes extrêmement faibles, nous avons un certain problème de nous sentir vraiment intégrés la faculté de reproduire un règne ou un empire repose surtout sur la faculté de recruter une génération de jeunes qui voient leur propre avantage dans l'appartenance à ce qui arrive. Et là, c'est le cas sérieux de la question platonicienne posée dans le Politikos, quelle est la véritable fonction du roi, du basileus, qu'est-ce qu'est la techné basileia? Et selon Platon, c'est la faculté d'éduquer les jeunes de cette façon que la mentalité sage, sophrosune, et la mentalité sportive ou athlétique ou guerrière sont combinées d'une telle façon qu'il se produit donc une âme tissue des deux grandes qualités qui font le citoyen, c'est-à-dire le courage et la réflexion. Et je pense que tout le miracle européen repose sur le fait que après Charlemagne, il semble avoir été possible que dans les écoles, les cathédrales, dans les couvents et je ne sais pas où ailleurs, une tradition
de la formation de nouvelles générations s'est mise en marche, qui n'a jamais vraiment été arrêtée, et que à chaque génération, on a fait un effort pour produire des générations qui comptaient un nombre suffisant de jeunes chez lesquels cette alchimie entre courage et réflexion, entre Sofrosine et Andrea, aurait livré des résultats encourageants. Et s'il faut être inquiété sur l'Europe de nos jours, c'est surtout en regardant la situation du système scolaire, hein, parce que là, on voit vraiment une sorte de nihilisme éducatif, hein, que je trouve personnellement très, très décourageant. Hein. Mais je crois qu'on peut dire que chez Platon, il y a justement une sorte presque de contradiction, parce que d'un côté, nous avons dans ses idées sur l'État un rigorisme extraordinaire et aussi une certaine clôture, tandis que c'est le même Platon qui a créé l'Académie. Et l'Académie, c'est le lieu même de la liberté, mais d'une liberté bien gérée et qui est à l'origine d'un grand courant scientifique dans toute l'Europe. Et encore aujourd'hui, si on se demande, mais qu'est-ce que nous avons en commun comme Européens? Moi, j'ai toujours tendance à dire, nous avons un don précieux qui est l'Académie, parce que l'Académie, il y a l'Académie en France, en Allemagne, en Italie, en Grèce, et c'est un don, pour ainsi dire, de Platon à une sorte d'Europe future. Aujourd'hui, nous avons une idée de la science qui, justement, n'est pas anarchique et qui, de l'autre côté, ne suit pas seulement des impératifs ou seulement des impératifs de la connaissance de la science même. Et c'est un exemple pour voir à quel point cette Europe est compliquée et difficile quelquefois à saisir, mais il y a un fait qui est certain, c'est que en Europe, les empires, de plus en plus, ont disparu ou se sont affaiblis. Et ce qui nous reste, c'est pour moi un seul empire, c'est l'empire de la mode. Les baskets blanches, c'est pas seulement un fait, mais c'est une sorte d'ordre. Quand on se place sur le pont des Arts et on regarde un peu, on va passer un monde international avec seulement ce signe d'une présence d'une mode, comme une fois en France, c'était la cravate, qui originellement était quelque chose des Croates, n'est-ce pas, et qui a trouvé la faveur de Louis XIV, qui trouvait que c'était chic, très chic pour ses soldats, et il leur a imposé de porter des cravates. Et depuis, nous avons une sorte de présence, de nécessité qui maintenant s'affaiblit de plus en plus. Moi, j'en garde une par vieille habitude. Mais enfin, ça, c'est une sorte de parodie, en effet, d'une cohérence qu'il faut pour vraiment créer un sentiment d'unité dont l'Europe, justement en ce moment, a tellement besoin. Peut-être on devrait revenir encore une fois sur cette question de la latinité, oui, dans son transfert vers des régions où régnaient d'autres
idiomes qui ont fait que le latin classique s'est donc décomposé dans une vingtaine de langues qu'on appelle les langues romanes. Ça me semble un passage très important pour une compréhension de la réalité européenne. C'est tout à fait vrai. Et moi, je me suis enseigné la philologie romane. Donc, c'est justement ce passage, n'est-ce pas, entre le latin et les langues romanes, n'est-ce pas, qui sont, sous ce point de vue-là, extrêmement intéressants. Et un point décisif, me semble-t-il, c'est l'empereur Caracalla qui, en 212, a décidé que tout habitant de l'Empire romain avait le droit d'être citoyen de Rome. Avant, c'était un privilège. On était à Rome, un citoyen de première classe, pour ainsi dire. Et alors, à ce moment-là, l'Empire romain se transforme lentement en ce qu'on appelle alors Romagna. La Romagna. Et la Romagna produit, sur la base du latin vulgaire, des langues différentes qui ont leur propre structure. Par exemple, le français, déjà du Moyen-Âge, n'est-ce pas, avait une structure profondément différente de la structure latine sur le plan sémantique, mais surtout sur le plan syntaxique, n'est-ce pas, et morphologique. Le français fonctionne très différemment que le latin. Et lire un texte français, lire un texte latin, c'est tout à fait autre chose. Et on peut dire que sur cette romanité généralisée, n'est-ce pas, il y a des développements qu'on pourrait poursuivre. Et pour le français, c'est très très intéressant parce que le français était une sorte de patois avant que les Normands qui se sont établis dans la Normandie et qui, après 100 ans, avaient oublié leur propre langue et parlaient un français tout à fait correct. Et quand ils ont conquis l'Angleterre à la Battle of Hastings, ils ont imposé ce français comme langue dirigeante, de la classe dirigeante en Angleterre. C'est la raison pour laquelle, je crois, la première langue française littéraire n'a pas été réalisée en France, mais à la cour d'Angleterre. Marie de France, par exemple, et d'autres, n'est-ce pas, parlaient le roman, c'est-à-dire le français, n'est-ce pas, l'ancien français du Nord. Et par exemple, Chrétien de Troyes, le grand romancier, n'est-ce pas, il se sert seulement, il sait encore traduire du latin, mais il se sert seulement du français pour écrire ces romans qui ont ouvert toute une nouvelle dimension, celle de la chevalerie, d'une certaine aristocratie et d'un certain idéal de courtoisie qui n'existait pas dans l'Antiquité. C'est-à-dire la politesse, la capacité des chevaliers, d'interagir par conversation, par attention à l'autre. Tout ça s'appelle courtoisie, parce que c'était la cour et la chevalerie qui a pratiqué cette nouvelle forme d'interaction humaine. Mais il me semble qu'il n'y avait pas seulement ce processus de civilisation, de raffinement, mais aussi
il me semble que à l'époque, la France et la civilisation française tout entière doit avoir passé une période de décadence linguistique et mentale, aussi mathématique. Expliquez-moi pourquoi la façon de compter des Français s'arrête à 60. Pourquoi il n'était plus que capable de compter jusqu'à 80. Alors, si vous cherchez une explication pour le terme siècle obscur, je vous rappelle le fait qu'un jour, les pauvres Français étaient forcés de dire 70. Tandis que dans le québécois et aussi parmi nos amis belges, comme les Italiens, Oui. ont gardé le système décimal. Et pour eux, 70, 80, 90 est tout à fait normal. Mais l'exception française nous impose cette mémoire un peu pénible à un moment C'est seulement pénible pour les où la étrangers. faculté de compter était un peu limitée sur le terrain de la Gaule, n'est-ce pas? Oui, mais ça fait un peu de difficulté pour les étrangers, mais je crois que ça n'a jamais empêché les Français de faire de bons calculs. C'est seulement une sorte de, si on veut, de vieille habitude, mais qui fonctionne. Mais cependant, on peut dire que toute l'Europe a été influencée par ce monde créé par Chrétien de Troyes, qui est le monde arthurien. Le monde arthurien avec les chevaliers qui vraiment pratiquaient, donnaient l'exemple de cette courtoisie et qui s'est répandue comme idéal dans toute l'Europe. En Allemagne, avec les romans de chevalerie en Allemagne, en Italie, en Espagne et surtout, bien sûr, en France. Qui, à ce moment-là, devenait le pays de la courtoisie. Et je dirais, comme étranger, qu'encore aujourd'hui, on le sent bien, qu'on est dans un pays de courtoisie quand on descend pour aller au métro. Quand quelqu'un voit que malheureusement, je dois me servir d'une canne, tout de suite, on m'offre une place. Donc, ça aussi fait partie, n'est-ce pas, si on veut, de la diversité de l'Europe, mais qui toujours trouve moyen aussi de se réunir, de trouver des accords entre ces différentes cultures européennes. Mais on pourrait revenir sur un élément que j'ai mentionné dans la dernière partie de mon discours. Regardez le plan architectural de la capitale américaine, qui est Washington. On sait que c'était un architecte français qui s'appelait Enfantin, si je ne me trompe pas, qui avait tout dessiné vers la fin du XVIIIe siècle. Tout ça a disparu dans les tiroirs du pouvoir local. On n'avait pas vraiment besoin d'un langage architectural qui parlait ouvertement d'une réalité impériale. Et ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'on a sorti les plans d'Enfantin et on a refait Washington dans cette façon. Le Capitole, la restructuration du Capitole, la surélévation de la coupole, ça datait déjà des années 60.
mais c'était plutôt motivé par le fait que les États-Unis étaient dans une croissance dynamique vers l'intérieur. Il n'y avait pas encore la perspective mondiale. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé vers le tournant au XXe siècle. Et ce qui est impressionnant, c'est le retour du langage architectural du romanisme qui a défini le style américain, c'est-à-dire l'ordre des piliers. Ça, c'est essentiel. Le pilier, c'est pour ainsi dire l'argument, le dernier argument du pouvoir impérial. Là où il y a le pilier, là il y a le pouvoir. Et là où il y a la capacité à construire une façade de temple, là il y a le sacré politique, la sacralité. Et là où tu construis un monument comme celui de Lincoln, tu répètes cette force magique exercée par le sacerdote qui oblige les dieux de descendre ici et nulle part ailleurs. Mais ça rappelle le fameux passage de l'Énéis où Énée s'approche de la terre italienne, oui. Et il arrive, cette fameuse, et éclaire d'un ciel bleu, der oui. Blitz aus dem heiteren Himmel. Oui, oui. Et lui, il fait une herméneutique sans scrupule, métaphysique, et il dit ego proscor Olympo, c'est l'Olympe lui-même qui me demande. Oui. Et c'est comme ça que tous les grands hommes parlent. Ils se veulent tous être demandés par la grande hauteur. Il y a un autre... Il n'y a pas d'impérialisme sans un certain élément d'olympisme. Ego proscor Olympo. Ich werde, l'Olympe me demande. Ce n'est pas la seule voix en ce moment qui est celle de Virgile. Il y a en même temps Cicéron, il y a Horace. Et Cicéron et Horace qui représentent aussi un côté très important de la tradition et qui est reprise en Italie, n'est-ce pas, je crois, est importante aussi pour voir la complexité, parce que, en effet, la vieille Rome était séparée, divisée entre des courants différents. Et Cicéron, n'est-ce pas, qui était un défenseur de la res publica en tant que république, évidemment, il n'était pas du tout d'accord avec Virgile. Et là, on voit, je crois, que ces forces historiques ont un courant principal, mais sont entourées aussi par d'autres courants qui peuvent devenir aussi des courants importants. Et là, je dirais, un des courants qui, pour moi, est très important, c'est celui de la première modernité italienne, c'est-à-dire celle de Dante et de Pétrarque, qui ont ouvert des dimensions du monde moderne juste au début. Dante, quelquefois, on le représente comme un fils fidèle de l'Église, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est tout le contraire. Il met en question le pouvoir des papes. Il dit que c'est un désastre qu'il n'y a plus justement cette unité entre pouvoir politique et pouvoir religieux, mais il y a la séparation et l'Italie est détruite justement par cette séparation malheureuse. Et il dit un jour viendra
où les deux vont retrouver leur unité. Mais c'est un espoir. Qui ne s'est pas rempli. Et en même temps, on peut dire que l'Italie a été heureuse parce que Machiavel a échoué. Parce que le prince qu'il attendait ne voulait pas venir. Et celui qui est venu n'était pas celui que Machiavel aurait applaudi au XXe siècle, avec un retard de 400 siècles. Et je voulais ajouter un aspect important. Le drame européen au niveau symbolique s'exprime aussi dans le symbolisme français de la monarchie de Louis XIV. J'ai fait une petite allusion à ce fait parce qu'il reprend une stratégie symbolique qui remonte jusqu'à Constantine, qui, lui, à son tour, avait choisi une stratégie de subversion paganisante des symboles du christianisme. Parce que la couronne qu'il portait sur sa statue sur le nouveau forum de Constantinople, c'était décidément une structure, une couronne païenne, même si dans les rayons, comme on disait, étaient incorporés quelques clous de la croix de Jésus. D'ailleurs, la mère de Constantin était plus maligne que son fils, parce qu'elle s'est transformée dans la grande sainte de l'Église catholique, parce qu'elle a su, avec le soutien d'un marchand d'antiquité juif, le croix de Jésus. Et elle, en tant que la femme qui a découvert la véritable croix du Christ, avec le soutien d'un petit antiquaire qui venait de la région, donc qui pouvait authentifier sa découverte, elle est devenue la mère de l'Empire. Elle est devenue une des plus importantes personnes religieuses de la tradition. Mais ce que je veux dire, c'est que à l'intérieur de l'espace symbolique de l'Europe, il y a toujours une tension presque insurmontable entre le militarisme de base de l'Empire et le pacifisme de base de la communication religieuse. Et le choc se transmet à travers les individus. Si vous cherchez une raison pourquoi Saint-Martin est devenu le saint le plus populaire en France, c'est exactement dû au fait que lui incarnait la possibilité de réconcilier l'irréconciliable. C'est-à-dire, il était un soldat romain. Il a demandé sa démission après le baptême, qui ne fut pas accordée. Donc il a fini ses 25 ans de service militaire pour se consacrer après à sa mission religieuse. Mais le peuple n'a jamais oublié qu'un militaire puisse être un personnage qui faisait preuve de bienfaisance, de clémence, de pitié. Donc, si le soldat qui éprouve de la pitié, c'est ça une proposition pour comprendre l'absurdité européenne profonde, une civilisation fondée sur l'exercice de la violence militaire
se paye quand même une religion qui dit le contraire. Donc, alors, et le seul bon conseil qu'on peut donner aux Européens, n'abandonnez jamais votre schizophrénie. Alors, je remonte, la morale de l'histoire, c'est comparable avec ce que je voulais dire par l'anecdote d'Ambroise et Théodosius. Le même drame. Si l'Europe perd sa faculté de parler la deuxième langue, c'est-à-dire la langue de la paix, la langue de la civilisation, la langue de la réconciliation, elle sera perdue. Au moment où un certain monolinguisme pragmatique pourrait prendre le dessus, l'Europe va disparaître d'un jour à l'autre. Et comme pour nous avertir, Lénine disait ce qu'il disait, ce que je viens de citer, la liberté est un préjugé bourgeois. N'oubliez jamais. C'est la leçon. Bon, je pense qu'on a atteint la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie infiniment d'être venu. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous êtes là, mais peut-être ça va se clarifier les lundis suivants. Et on